Alors, on parle des encouragements, Guillaume, et vous avez un retour devant vous, juste là. Oui, bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas salués. Le but, avant d'entamer toutes les discussions et les débats, c'était de faire un point sur les encouragements, et notamment les encouragements à l'élevage, et de vous rappeler quelques chiffres. Quels sont les moyens que la SECF donne pour l'encouragement à l'élevage, puisque c'est effectivement son objet social. Tout d'abord, les encouragements, et si on parle des chiffres de 2022, la majoration des allocations, bien évidemment, de 28 millions d'euros, on est même à près de 29 millions d'euros. Pour les allocations, c'est le retour à la situation de 2018, donc 250 millions d'euros d'allocations pour l'année 2022, qui ont bien évidemment un impact direct sur l'élevage via la prime à l'éleveur. Et justement, en ce qui concerne cette prime aux éleveurs, il y a une décision du conseil d'administration de décembre 2021 qui a été la revalorisation du montant de la prime à l'éleveur de 12 à 12,5%, ce qui veut dire que c'est une enveloppe supplémentaire pour l'année 2022 de 4,5 millions d'euros. Quand je dis 4,5 millions d'euros, ce n'est pas simplement le passage de 12 à 12,5, mais ça tient bien évidemment compte de la revalorisation des allocations. Et normalement, 2022, on va arriver à un budget prime aux éleveurs qui sera un tout petit peu supérieur à 30 millions d'euros, c'est-à-dire on revient aux chiffres que l'on avait aux alentours de 2018, voire 2017. Autre ligne budgétaire en faveur de l'élevage du trotteur français, là ça concerne français-étrangers, puisqu'il y a des aspects qui sont spécifiquement dédiés à l'étranger. Tout d'abord, c'est le versement des primes de sélection, sur la base unitaire de 500 euros, 1100 primes versées en 2021 au titre de l'année 2020, puisqu'il y a toujours une année de décalage. C'est un budget qui est pour l'année 2022 de 550 000 euros. Ensuite, on a d'autres éléments. Tout d'abord, le budget annuel des concours de modèles. C'est aussi une des spécificités du règlement du Studbook. C'est qu'on donne de l'importance aux concours de modèles. C'est un budget de 150 000 euros qui est réparti entre les différentes pouliches primées et puis les étalons. Et puis ensuite, les primes aux écuries d'élevage. Ça, c'est important aussi. Ça représente 5% de la prime à l'éleveur, alors selon certaines conditions, notamment de déclaration de personnel. Il faut savoir qu'en 2021, ce montant de prime à l'élevage a été de l'ordre de 230 000 euros, 226 281 euros exactement. Et puis, pour le rayonnement du trotteur français à l'étranger, nous avons maintenu, et il existe toujours dans les mesures d'encouragement à l'élevage, l'aversement de la prime à l'éleveur, 12,5%, qui est versée à l'éleveur d'un cheval inscrit au Studbook du trotteur français pour favoriser les déplacements des chevaux. Il y avait auparavant une prime propriétaire qui était versée mais qui n'existe plus aujourd'hui, mais celle de l'éleveur a été maintenue, ayant obtenu une allocation dans une course organisée hors de France, groupe 1 et 2, où dans les pays où il n'y a pas cette notion de groupe 1 et 2, c'est la valeur nominale qui est supérieure à 150 000 euros. C'est un budget 2022 de 200 000 euros. Ce budget, c'est vraiment, il est très très fluctuant d'une année à l'autre, puisque en fait, ça dépend des performances des trotteurs français à l'étranger. Ça a été beaucoup plus faible en 2020, puisque vu la pandémie, il y a eu beaucoup moins de déplacements. On est revenu à un niveau beaucoup plus cohérent en 2021. Et puis, la promotion du trotteur français à l'occasion de courses réservées aux trotteurs français à l'étranger, notamment dans les pays qui ont signé une convention de production. La part de la SECF pour le financement de ces courses, je le rappelle pour le budget 2022, c'est 1 250 000 euros sur un total de 4,2 millions d'euros offerts dans 17 pays qui organisent des courses réservées aux trotteurs français. Ce chiffre, il est important à rappeler, 1 250 000 euros, puisqu'on entend communément dire que tous ces programmes pour trotteurs français à l'étranger sont financés par la SECF. Non, ils ne sont pas financés par la SECF, nous n'en finançons que 1,250 millions d'euros. Pourquoi? Parce que ces pays-là, généralement, bénéficient de réunions premium, et dans les contrats que nous avons avec ces pays, nous leur demandons chaque année à ce que les ressources soient de plus en plus importantes, affectées aux programmes réservés aux trotteurs français. C'est pour ça que ça baisse, notre part baisse année après année. Voilà sur les chiffres, je crois, qu'on pouvait donner pour un état des lieux sur les encouragements versés ou à verser sur l'année 2022. Très bien. Merci Guillaume. Et puis, vous allez rester à mes côtés. Je vais appeler tout de suite Jean-Yves Lérété, président du CET, syndicat des étalonniers particuliers de trotteurs, étalonnier au haras de Sassy. Voilà, venez Jean-Yves. Et puis, également ancien membre de la commission de l'élevage et de la commission du Studbook. Et puis Florent Fontaine, courtier, fondateur de Trotting Blostock, qui nous rejoint également. On peut les accueillir.
Voilà, et puis je tenais à vous rappeler aussi que bien sûr il y aura des questions-réponses hein, dans quelques minutes, mais pour l'instant nous avançons et je vais demander à Martin de revenir parce que nous allons évoquer aussi les saillies, le prix des saillies. Guillaume, vous pouvez rester avec nous, hein, je pense, hein, installez-vous ici. Très bien, d'accord. Martin, quelques mots concernant donc les saillies, quelques chiffres. Voilà quelques chiffres sur le pourquoi avoir des parts. Alors quel prix pour les saillies, pourquoi avoir des parts d'étalons syndiqués. Et donc sur les chiffres à retenir peut-être, c'est que 75% ont un budget inférieur à 5 000 € par saillie. 40% considèrent une baisse des prix des saillies pour améliorer l'accès aux saillies de leur choix. Et 51% utilisent les saillies de leur part d'étalons, au moins en partie pour les vendre. Voilà quelques chiffres à garder en tête dans les discussions. Bon, on va faire réagir Jean-Yves tout de suite sur ces chiffres qu'on vient de voir et qu'on avait vus tout à l'heure. Jean-Yves, 5 000 €, on l'a vu, c'est pour 75% des éleveurs, c'est le budget maximum. Quel conseil vous donneriez à un éleveur qui aurait ce type de budget ? Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que les saillies sont beaucoup trop chères à la base. Il n'y a plus de marché. Le marché ne correspond plus au prix de départ. Ça a été faussé par les investisseurs qui n'avaient pas de juments, hein, qui achetaient des parts d'étalons. Et ils cherchaient un moyen de rentabiliser leurs parts. Donc le marché ne correspond plus à rien. Au jour d'aujourd'hui, les saillies, dès que la saison de monte commence, vous voyez des annonces dans tous les journaux à vendre prix remisé, alors que la saison de monte n'est pas commencée. Donc il faut prendre le problème à la base, les syndications sont trop chères et il faut revenir à des justes prix. Et là, on a affaire aux courtiers qui syndiquent les étalons, donc c'est à eux à faire un gros boulot parce que les haras ne vendent plus de saillies, tout passe par les courtiers. Les haras supportent tous les frais de publicité, les frais de nourriture de l'étalon, les frais de mise en place de la semence, et les haras ne vendent plus de saillies parce que les clients, les éleveurs appellent directement les courtiers parce que les courtiers bradent les saillies. Donc nous, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que si ça continue comme ça, les haras, tout va s'arrêter. Alors, c'est vrai qu'on sait qu'actuellement, il y a des différends entre les courtiers et les étalonniers, justement. Alors, je me tourne vers vous, Florent. Que répondez-vous à ce que dit Jean-Yves? Donc, le rôle des courtiers qui auraient donc engendré des problématiques liées au prix des saillies et parfois des remises qui posent un problème de rentabilité. Nous, bien souvent, on réagit pour le compte de clients, pour le compte de clients externes. Alors, je rejoins Jean-Yves sur le fait qu'il y a beaucoup de financiers qui sont intervenus dans la partie, donc c'est pas facile parfois de leur faire entendre qu'il ne faut pas brader trop tôt, mais eux, ils n'ont pas les mêmes enjeux économiques que de nombreux éleveurs. Moi, ma position personnelle serait de travailler en parallèle avec les étalonniers pour essayer d'améliorer la chose, d'un travail commun, avec une tenue du marché. Mais on fait face à un marché qui est assez libéral, et je pense que nous, on a un rôle assez important pour essayer de responsabiliser au mieux nos clients qui sont des porteurs de parts, pour leur expliquer que ça ne va pas dans leurs intérêts de brader très rapidement une saillie, puisqu'ils bradent eux-mêmes quelque chose dans lequel ils ont investi. Et pourquoi ils font ça finalement? Pourquoi d'un seul coup ils décident de remiser très vite et de casser ce marché? Pour un souci de rentabilité. Parce qu'ils préfèrent la vendre à un prix défiant toute concurrence, plutôt que de garder leur saillie et de ne pas l'utiliser, et de ne pas avoir de dividendes, si on utilise un terme financier, de ne pas avoir de dividendes l'année prochaine, tout simplement. Donc ils ont peut-être peur, ou ils ont peur avant un meeting d'hiver que le cheval ne performe pas, donc ils préfèrent vendre très tôt, moins cher, et donc ça ne fait que d'évaluer le prix de saillie, et ça fait que d'évaluer aussi la valeur de la part et de l'étalon. Alors justement, j'avais une question par rapport à ça, concernant la syndication. On voit de plus en plus des chevaux syndiqués très jeunes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce que ça peut accentuer ce genre de problématique ou pas? Il y a de plus en plus d'étalons, il y a de plus en plus de syndications. Après, on ne peut pas empêcher un propriétaire de syndiquer son cheval quand il a un bon performeur. Mais il faut qu'on arrive, nous, à expliquer à cette personne qui veut syndiquer son cheval en part et pouvoir le mettre dans la bonne fenêtre de tarif. C'est pas toujours simple, mais je pense que la clé, elle est aussi là.
le nombre de syndications d'étalons et de jeunes étalons est de plus en plus, est vraiment de plus en plus important. Vous voyez cette augmentation significative? Ah oui, oui. Dès qu'un cheval performe à un niveau groupe et qu'il obtient les points requis, on peut lancer une syndication, rien ne nous en empêche. Mais c'est pas pour cette raison-là qu'il fonctionnera à Wara. C'est pas écrit et c'est pas figé dans le marbre. Jean-Yves, qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous, du fait que dorénavant on a des étalons, des chevaux qui deviennent étalons très jeunes? Alors le problème c'est la syndication, c'est que les gens maintenant ils vont syndiquer le cheval sur ce qu'il va faire dans l'avenir. Donc ils sont très forts. C'est plus facile de syndiquer un cheval à 5 ans qui a déjà fait une carrière où on sait à peu près à quoi s'en tenir qu'un jeune cheval qui devrait continuer à performer s'il n'a pas de problème de santé. Donc souvent les prix sont assez élevés parce qu'ils pensent que ça va continuer, que le cheval va continuer à faire des belles performances, mais souvent ça s'arrête très vite et après on se retrouve avec un cheval sur le marché qui est trop cher, quoi. Oui. Et alors vous, parce qu'on voit quand même à travers les chiffres que Martin nous a donnés que l'investissement dans une saillie pour un éleveur, c'est un investissement important économiquement, qui a un budget qui est ce qu'il est et pas non plus monter trop haut. C'est un problème complexe parce que d'un côté, il faut en effet qu'il y ait un prix cohérent et en même temps, il faut que l'acheteur puisse acheter à un prix aussi cohérent pour lui. Comment on pourrait régler cette problématique? Comment sortir de ce cercle? Le problème, c'est qu'il y a deux sortes d'acheteurs dans les parts d'étalons. C'est celui qui fait ça en placement financier, donc qui a acheté des parts d'étalons, de nombreux étalons, qui fait fluctuer son capital. Et vous avez l'éleveur qui achète pour l'utiliser. Donc c'est pas du tout le même portefeuille. Et le problème vient de la recherche de rentabilité. Voilà. Florent, vous faites un peu le même constat finalement quand je vous écoute. Oui, je rejoins Jean-Yves sur ce. On a vraiment deux types d'acheteurs différents. Après, on peut avoir un éleveur qui va acheter des parts ou plusieurs parts, mais qui a des juments, mais qui ne va pas spécialement l'utiliser l'année précise, ou qui va l'utiliser après, ou qui va s'en servir comme monnaie d'échange pour aller chercher un autre étalon, par exemple. Donc je ne considère pas ce client-là comme un financier, mais on a vraiment trop de difficultés à maintenir le marché sur les prix de saillie. Est-ce que vous, en tant que courtier, justement, pour réussir à être dans une bonne manière de faire, si j'ose dire, est-ce que vous n'avez pas un rôle à jouer important, justement, peut-être auprès de ces personnes qui viennent investir? Est-ce que vous n'avez pas un rôle, justement, à jouer peut-être plus important encore pour garantir un peu des bonnes manières de procéder, justement, pour éviter ces écueils? C'est uniquement de la pédagogie. Si on leur explique que ce n'est pas leur intérêt de brader, et si on leur explique comme il faut, je pense qu'ils le comprendront. Mais là, aujourd'hui, on sent quand même, à travers ce que disait Jean-Yves et à travers ce qu'on entend de ce qui s'est passé ces derniers temps, on sent quand même qu'il y a un vrai problème. Vous avez eu ces discussions, je suppose, j'imagine, avec certains des investisseurs dont on parle. Comment ils réagissent? Pour eux, c'est compliqué de leur dire que... c'est pas que c'est compliqué. Ce qu'il faut leur faire entendre, c'est de pouvoir vendre au bon moment, au bon prix. Moi, j'ai déjà vu des clients acheter des parts et mettre leur saillie à vendre en me disant tu la vends à n'importe quel prix. Et je lui dis c'est pas dans ton intérêt. Tu viens d'acheter quelque chose, il faut que tu puisses au moins défendre la chose que tu as achetée. Alors c'est vrai, on a des clients investisseurs, hein, il faut pas se mentir. C'est mon cas, j'en ai, et tous les courtiers en ont. Mais ça passe par la pédagogie. Si on leur explique qu'on passe avec une tenue du marché, et je pense qu'on a un échange à faire avec les étalonniers, et je pense que c'est un échange important, je pense qu'on peut y arriver. C'est pas gagné, mais je pense qu'on peut y arriver. J'ai envie de dire qu'il faudrait y arriver, Jean-Yves, parce que j'ai senti dans vos propos tout à l'heure que c'est un vrai problème. Le problème, ils ne sont pas tous pédagogues, les courtiers. Si vous voulez, quand un propriétaire veut vendre un cheval X millions, s'il y a Laurent qui dit non, c'est trop cher, mais ils vont aller voir le voisin, et le voisin va le faire. Et après, ils s'occupent pas, une fois qu'il est syndiqué, là, ils ont pris leur commission, après, c'est plus trop leur problème, après, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils arrivent déjà à s'entendre entre eux pour essayer que tout le monde s'y retrouve, et ça sera bien pour tout le monde. Il faudrait une sorte de charte
Le problème, il faut un juste milieu partout, hein. C'est normal qu'il y ait toujours un petit peu de différence de prix, mais il faut pas tomber dans l'exagération, quoi. C'est-à-dire que là, vous avez le sentiment qu'on est allé trop loin. Oui, c'est devenu un peu n'importe quoi. Parce que la saison de monte n'est pas commencée, que vous voyez déjà les courtiers qui marquent à vendre saillie remisée, tarif exceptionnel, tout ça. Donc c'est qu'il y a un problème à la base. Et on l'a vu dans l'étude de Martin, c'est un sujet, le prix des saillies, qui est un sujet important concernant justement ce qui nous réunit aujourd'hui, l'élevage. Comment ça se passait avant, en fait? Parce que j'ai l'impression que ces problèmes-là, ils n'existaient pas avant. C'est devenu business, beaucoup, hein, le fait que des acheteurs font ça pour des placements financiers. Avant, il n'y avait pas cette rentabilité-là. Ça fait combien de temps que ça a commencé, ça? Une grosse dizaine d'années. Ouais, aux alentours de 10 ans, à peu près. Avant, il n'y avait pas de syndication, c'était le haras qui prenait le cheval en pension. Il n'y avait qu'un propriétaire, souvent. Donc le propriétaire, il n'allait pas jouer contre ses intérêts, donc il essayait de fixer un prix à peu près normal, et on s'y tenait toute la saison de monte. Et aujourd'hui, bon, on le voit, on le comprend, c'est un problème qu'il faut essayer de résoudre d'une manière ou d'une autre, en tout cas pour l'écosystème. Nous, le problème, bon, après, chacun ses problèmes, mais les haras, on passe pour des voleurs. Parce que nous, on sort un catalogue pour la pub. Ah, allez-y. Et on essaie de se tenir au prix, affiché sur la publicité. Et on s'en rend compte qu'au fil de la saison, ça baisse de moitié des fois. Bon, en tout cas, voilà, on comprend. Bon, on pourrait parler longuement de tout ça, et je pense que vous connaissez bien le sujet. Là, je m'adresse aussi à ceux qui nous suivent sur le Facebook, le Trot, Facebook Equidia, depuis tout à l'heure, et sur equidia.fr. Vous avez compris que c'est un vrai problème, un vrai enjeu pour l'écosystème, pour le développement de l'élevage. On ne va pas pouvoir trop développer plus que ça ce sujet, mais c'est un sujet important. Et donc, je vous pose la question, Jean-Yves, je comprends à travers vos propos que la syndication, c'est pas trop votre tasse de thé, c'est pas un truc que vous appréciez spécialement. Si, mais si elle réunit beaucoup d'éleveurs, il y aura moins d'échanges avec des gens qui utilisent leur saillie. Voilà, parce que l'éleveur, il va peut-être pas l'utiliser, mais il va l'échanger. Il va pas en faire un commerce. Il va commencer déjà par l'utiliser ou l'échanger contre d'autres saillies. En fait, pour essayer de résumer et conclure un peu cette partie-là, on peut dire oui au business, mais un business vertueux, quoi, en fait. Il faut pas que là, c'est devenu de la bourse, hein. C'est devenu ni plus ni moins de la bourse. Et là, Florent, je pense que vous êtes d'accord pour dire que c'est l'intérêt de personne, finalement, tout ça. Pour moi, non. Moi, c'est pas l'intérêt de personne. Il faudrait penser à un marché plus raisonné et plus raisonnable. Comme un genre vous rejoignez là-dessus, en fait. Comme un fair trade, en fait, tout simplement. Mais bon, c'est pas toujours l'avis de tout le monde, hein. Bon, vous êtes combien de courtiers aujourd'hui dans le business au trot? On est une petite quinzaine. D'accord. Et vous avez tous un peu votre état d'esprit? C'est-à-dire tous constatent que finalement c'est peut-être pas le bon chemin, ou il y en a qui... Non, on a des nombreuses divergences. Oui. D'accord. Ouais, c'est ça le problème aussi. On a des nombreuses divergences. On s'est réunis il n'y a pas très longtemps. Et force est de constater que malheureusement il y a plus de divergences. Et c'est un peu malheureux pour la filière, je pense. Bon, en tout cas, voilà, c'est un dossier important. Voilà, on me dit qu'il faut que vous montiez un peu le micro, mais je pense qu'on a bien entendu Florent. On a compris qu'il y avait un problème sérieux sur ce sujet. On ne va pas le résoudre, hein. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on est là pour débattre, pour mettre en avant ce qui va, ce qui ne va pas, et essayer de se poser des questions. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions et d'avoir mis en avant cette problématique liée au prix des saillies, au marché des saillies. Merci Jean-Yves, merci Florent. Ah, je crois que vous restez, il reste, hein, c'est ça? Très bien, d'accord. Alors voilà. Donc vous restez quelques instants, on fait un petit peu de questions-réponses avec la salle, c'est ça maintenant? D'accord, ok, très bien. Alors on va enchaîner sur la deuxième. Vous restez avec moi. On va accueillir pour la deuxième séquence de nouveau Martin. Toujours dans cette partie-là. Et on va évoquer la vente des yearlings. Bon, tout est lié, hein. Tout à fait, merci Laurent. Donc sur la rentabilité de la vente des yearlings, qu'est-ce qu'il faut retenir pareil pour nourrir la séquence qui va suivre? 75% s'estiment peu ou pas du tout satisfaits de la rentabilité des yearlings.
27,5% veulent baisser le prix des saillies pour améliorer la rentabilité. 17,4% veulent fixer un prix plancher. 71% ne vendent pas leur yearling aux ventes publiques. 32%, quasiment 33% ne trouvent pas ça rentable. Et près de 50% trouvent les commissions et frais trop élevés. Bon, bah écoutez, on a un sujet qui m'a l'air sérieux là encore. On va accueillir tout de suite Hugues Rousseau, directeur général d'Arcana Trot, et Thierry Andrieux, président du syndicat national des éleveurs de chevaux trotteurs français. Bonjour Hugues. Et également vice-président de l'association des éleveurs normands, membre actuel de la commission de l'élevage et du Sud-Bouc. Bonjour. Attention à vous. Voilà. Installez-vous. Mettez-vous là, voilà. Pour le micro, voilà, peut-être que Jean-Yves va vous passer le sien. Bon, bah, on a démarré déjà avec un sujet important. Hugues, j'ai vu un peu les réponses là. Vous êtes un peu habillé pour l'hiver. Non, parce que j'ai envie de dire que déjà, le retour de cette enquête montre que le premier niveau d'insatisfaction, c'est un problème de rentabilité. Et ce qui revient de façon récurrente dans tout ce qui a été expliqué, c'est le prix des saillies. Donc on peut après rentrer dans le détail de quel niveau de satisfaction des gens qui s'adressent aux organisateurs de vente. Là, pour l'instant, je vous écoute. Je saurais essayer de dire, enfin, j'essaierai y répondre. Donc, d'ailleurs, première statistique qui saute aux yeux, c'est qu'on ne passe en vente publique en France que 20% de la production, environ, entre les efforts donc conjugués, des ventes de camps, des ventes de région et non moins celles d'Arcana. Donc déjà, c'est sur ce panel seul qu'on doit donc effectivement raisonner. Et quant au niveau d'insatisfaction, je me répète, mais bon, premier sujet, c'est un problème de rentabilité. Qu'est-ce qui revient de façon récurrente? C'est le prix des saillies. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je crois qu'on a déjà beaucoup parlé. Quant au deuxième sujet, et je vais prendre les devants, qui interpellent et qui déçoivent les gens qui entreprennent une démarche sur les ventes publiques, c'est le coût de l'intermédiation. On dit, bah voilà, c'est beaucoup trop cher, ça coûte beaucoup trop cher. Et dans le détail du cahier des doléances, il y a d'abord le niveau donc, du prix des transactions. On sait tous qu'effectivement, lorsqu'on conjugue la dépense qui est celle auquel s'exposent les éleveurs, d'une part les frais qui sont donc payés aux intermédiaires organisateurs que nous sommes, non moins aux intermédiaires donc, de commerce que sont les entraîneurs publics ou les courtiers, et non moins aux frais de préparation, quand on cumule effectivement après le coût donc jugé excessif du prix de saillie, et quand on regarde le résultat des moyennes obtenues dans les ventes de yearling, assurément, on pourrait presque dire qu'à peu près 3/4 des poulains présentés sont vendus à prix de revient. Alors tout le monde va se dire, bah, par conséquent, alors quel est l'intérêt d'aller aux ventes aux enchères publiques? Moi, je n'ai pas de question à cette réponse. Je crois que tout simplement, d'abord, pour ceux qui les pratiquent, qui cherchent à placer leurs chevaux dans de bonnes conditions chez des gens qui sont supposés donc pouvoir les héberger, parce qu'eux-mêmes ne tiennent pas après, comment dirais-je, à en assumer les coûts de fabrication, les coûts de mise en exploitation, pour en obtenir le meilleur résultat possible. Enfin voilà, enfin, si c'est la question, s'il y a des réponses à apporter à des problèmes que vos travaux sauraient donc effectivement mettre en avant, c'est bien pour ça d'ailleurs que nous sommes là aujourd'hui, c'est pour essayer de raisonner tous ensemble, essayer d'apporter des solutions et essayer de faire progresser la chose. Bon, bien sûr. Alors, en effet, pour aller dans votre sens, c'est vrai que vous apportez, même s'il y avait une vente finalement à prix coûtant, vous apportez la possibilité à ce yearling d'aller dans une écurie, d'être, comme vous l'avez dit, préparé pour aller vers la course, etc. Donc il y a un vrai lien qui se fait entre, grâce à Arcana Trot ou grâce à vos ventes Thierry Andrieux, entre un vendeur et un acheteur. Donc c'est sûr que ça, c'est vertueux. Néanmoins, quelle plus-value vous pourriez mettre en avant là, pour ceux qui n'utilisent pas encore vos services, pour qu'ils aient envie de travailler avec Arcana? Je pense d'une façon élémentaire, rappelez quand même que lorsqu'on est éleveur dans n'importe quelle région de France et qu'on cherche à vendre un poulain, si on est tout seul devant un client, on est quand même beaucoup moins, comment dirais-je, bankable que si on est dans une place de marché où, comme celle des ventes, vous pouvez rencontrer plusieurs centaines de clients acquéreurs potentiels. Ça, j'ai pas besoin de le rappeler, ça me semble élémentaire. Deux, lorsqu'on vient sur une place de vente, on essaie de effectivement bénéficier de cette population de gens qui viennent acheter et de présenter les chevaux les plus beaux possibles pour créer de la surenchère. Et c'est bien encore ce qui nous vaut un peu d'aura, c'est de dire grâce aux organisateurs de vente, on a moult et une option de pouvoir vendre notre poulain. Et puis je rappelle surtout que sans ces ventes, quelle serait, parce que ça on oublie de le rappeler, quelle serait la difficulté des éleveurs de pouvoir placer leur production? Ça me semble effectivement tout à fait normal de rappeler que
C'est une nécessité d'organiser des ventes pour permettre aux éleveurs de vendre, et c'est une nécessité aux organisateurs que nous sommes d'être à l'écoute et de se plier aux exigences de nos vendeurs, c'est-à-dire apporter une qualité de service nécessaire et suffisante, et de leur permettre de trouver la meilleure rentabilité possible dans la vente de leurs produits. Mais maintenant, un organisateur que nous sommes ne peut pas répondre à tous les mots. Quand on me parle de prix de saillie, quand on me parle de coûts des intermédiaires et le reste, ce n'est pas à nous de prendre parti, puisqu'on est supposé donc être à l'écoute, dans la mesure de nos possibilités, corriger toutes les errances, mais on n'est pas toujours à la, comment dirais-je, à la décision de modifier des choses qui existent. Si on met le pied dans le plat, on va parler maintenant, puisque ça va revenir de façon inéluctable, du coût des intermédiaires, et là on parle donc des commissions versées soit aux entraîneurs, soit aux courtiers, de l'avis unanime d'un grand nombre de personnes, enfin pas d'un avis unanime, mais pour l'avis d'un grand nombre de personnes, il est jugé excessif. On parle au trop donc des commissions habituellement décrites à 10%, alors qu'au galop, elles sont à 5%. Alors je ne veux pas faire des passerelles qui n'ont pas lieu d'être, je dis simplement, c'est vrai que la commission versée aux intermédiaires, pour une majorité d'éleveurs, semble excessive. Ce n'est pas à moi de décider, enfin quand je dis moi, ce n'est pas à nous, organisateurs que nous sommes tous, de convenir effectivement de ce qui se pratique, les us et coutumes, et de prendre des chefs l'initiative de la modifier. Et là, vous êtes bien d'accord avec moi. Bien sûr, chacun doit prendre ses responsabilités. Si on doit parler des coûts d'inscription, parce que ça c'est évidemment quelque chose qui nous appartient seul, nous, de fixer la barre, pour faire un petit mémo et très rapide, moi, depuis 25 ans, j'ai vu sensiblement donc, le coût des frais d'inscription être de l'ordre de 2500, à l'époque 2500 francs, passé en euros. Observez bien, aujourd'hui, pour les ventes de yearling, on demande 500 € de frais d'inscription. On ne pourra pas taxer les organisateurs que nous sommes de charger la mule et de rendre ces ventes tout à fait inaccessibles et trop onéreuses. Ce n'est pas encore sur ce point qu'on pourra a priori nous attaquer, ou au moins nous faire des reproches. Troisièmement, sur la pratique donc, des frais de vente qui s'appliquent aux éleveurs-vendeurs et non moins aux acheteurs, moi je les ai toujours connus au même niveau. Qu'est-ce qui pourrait... Ils sont à combien là actuellement? Les acquéreurs payent, comme vous le savez, 6% en sus des enchères et les vendeurs payent 3%. Voilà. C'est resté comme ça. On a tenu un jour à faire essayer de revoir notre copie pour voir qu'elle pouvait être effectivement quelque chose qui encouragerait les vendeurs à confier leurs produits les meilleurs possibles dans les ventes aux enchères publiques. Et on en est toujours revenu aux mêmes axiomes, ça a toujours été les mêmes taux. Mais je crois que ce qu'attendent les éleveurs de façon claire, c'est pas tellement de dire ça c'est trop cher, ça c'est trop cher, ça c'est trop cher. Ce qu'ils aimeraient, c'est quelles sont les dispositions à prendre pour veiller à ce que nos produits, lorsque nous les commercialisons, soient les plus rentables possibles. Mais ça, je crois que confrères et tous les autres, on n'est pas magicien. On va tout simplement répondre à une situation de fait, c'est l'offre et la demande, tout simplement. Et tous les efforts que nous pourrons entreprendre pour essayer de valoriser l'organisation de ces ventes et puis les rendre les plus attractifs possibles, au travers d'une prospection qu'on opère la plus large possible, tant en France qu'à l'étranger. Oui, ça c'est notre job, ça on peut essayer de le faire et s'efforcer de le faire. On a toujours été à l'initiative pour essayer de valoriser le produit yearling en particulier. Mais malheureusement, on en revient toujours au fait que si notre moyenne, on va dire, aux ventes est de 20 000 € de façon claire, et si on juge qu'après, quand on a fait la déduction de tous les coûts de saillie du reste, et je ne les rappelle pas, que ça devient effectivement un peu décourageant parce qu'on ne gagne jamais, c'est pas de mon fait. Enfin, c'est pas du nôtre en tout cas. Bon, en tout cas, merci pour votre franchise. Et puis je me tourne vers Thierry Andrieux. Alors, petite réaction quand même sur tout ce que vous venez d'entendre. Je suis à peu près d'accord sur tout ce qu'a dit Hugues Rousseau. Bon, de toute façon, on n'est pas dans le même créneau. Nous avons créé, c'est l'association des éleveurs normands, ce n'est pas le syndicat des éleveurs. L'association des éleveurs normands a été créée pour faire un marché intermédiaire complémentaire de la vente haut de gamme que représente Arcana. Alors effectivement, on a exactement les mêmes remarques, mais avant tout, c'est un marché qu'on a voulu créer, une aide aux éleveurs, parce que, comme le disait Hugues, un éleveur qui est tout seul dans son coin, qui n'a pas de réseau, qui ne connaît pas les entraîneurs, amener un poulain sur le marché des ventes, par exemple à Caen, lui permet de rencontrer du monde, lui permet de se faire connaître et permet de commercialiser son poulain. Son premier intérêt, c'est qu'il aille, comme vous l'avez dit, dans un centre d'entraînement et qu'il soit exploité. Donc là, l'éleveur, il trouve son compte. Bien sûr, les prix sont moins élevés, que ce soit l'inscription ou que ce soit les frais qu'on prend. Pour l'inscription, nous, on est plutôt dans les 200 €. Et le pourcentage qu'on prend pour l'éleveur est de 1,5.
ce que disait Hugues Rousseau, les frais pour les acquéreurs, eux, sont incontournables, ce sont des frais légaux. Ça, ce sont les problèmes des commissaires-priseurs. Donc, ce sont des frais légaux où il y a des taxes et des charges à payer à l'État. Donc, les 6%, on ne peut pas, c'est incontournable. Mais on développe un marché. Il n'y a pas que le marché sur le ring. Hugues le sait aussi. Il y a aussi un marché parallèle à l'amiable. Ça permet des rencontres. Il y a des gens qui viennent de tous les coins de France pour acheter, des gens qui viennent de tous les coins de France pour vendre, qui sont dans des régions où il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs pour acheter leurs produits. Donc ça nous permet, notre objectif à tous les deux, que ce soit Arcana qui a plutôt un aspect commercial et nous qui avons plutôt un aspect associatif, c'est de développer ce marché et de permettre aux gens de rentabiliser si possible. Mais il y a l'offre et la demande, les années se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Bon, actuellement, malgré la grosse crise avec la pandémie qu'on a connue, les marchés se sont très bien tenus. On est même, nous, en augmentation depuis 2-3 ans. Donc ça prouve qu'il y a une certaine réussite. Et effectivement, il n'y a pas plus de 20% de yearlings qui vont en vente. C'est pas... Plus de la moitié sont des yearlings, plus de la moitié des naissances sont des chevaux que leurs propriétaires vont exploiter parce qu'ils sont propriétaires, entraîneurs. Donc, quand on dit 20%, c'est 20% sur ce qui reste, c'est plus que ça. Quand on met 2000 poulains en vente ou 1500 poulains yearling en vente, c'est sur les 5-6 000 poulains qui ne vont pas être exploités par leurs propres propriétaires, éleveurs, entraîneurs. Donc voilà, maintenant, il y a la commission, on est d'accord. C'est à double tranchant. C'était une commission d'usage, en fait, à l'origine. Je ne sais pas si les gens se rappellent, mais quand un entraîneur venait dans la cour de la ferme d'un éleveur pour acheter un poulain, il disait « j'ai un client pour ton poulain, mais c'est 10% pour moi ». Voilà d'où c'est parti, cette commission. Alors effectivement, si les gens trouvent que c'est trop cher, maintenant, on peut aussi la supprimer. Est-ce que pour ça, on ne va pas perdre des entraîneurs qui ne vont pas venir aux ventes parce qu'ils disent, moi, je n'ai pas d'argent à y gagner, je ne vais pas me déplacer, perdre mon temps, et je vais aller dans le petit haras, le petit élevage, et je vais lui dire, bah, je vais l'acheter, ton poulain, j'ai un client pour 8 000 €, c'est 800 € pour moi. Donc le système sera pareil. Maintenant, c'est à choisir. On peut la baisser, on peut la supprimer, mais je pense qu'il faut y intéresser tout le monde. Si les courtiers et entraîneurs n'y ont aucun intérêt, à l'éleveur de commercialiser lui-même, donc il ne passe pas par les ventes et il y a les annonces, il y a tout ce que vous voulez comme système aujourd'hui. On a beaucoup plus de moyens de vendre des chevaux. Donc voilà, effectivement, c'est l'objectif d'essayer d'augmenter. Alors le prix des saillies, ce n'est pas nous qui le contrôlons. On peut essayer d'augmenter la moyenne, c'est ce qui se passe par exemple dans les ventes de camps. Les gens sont relativement satisfaits puisqu'on vend en moyenne entre 70 et 75% de nos produits. Donc c'est qu'il y a eu un accord sur le prix entre le vendeur et l'acheteur. Sinon, il ne les laisserait pas partir. Mais il y en a qui vendent à prix coûtant, mais derrière, il y a toujours l'espoir du gain, l'espoir de la prime à l'éleveur. C'est ça aussi, c'est ça qui fait avant tout vivre n'importe quel éleveur. Bien sûr. Hugues, vous voulez réagir ? C'est exact que le côté vertueux des primes à l'éleveur encourage les gens même à accepter de vendre sans gagner, parfois à perdre. Ça, on ne le rappelle pas assez, mais c'est quelque chose qu'il faut à tout prix protéger. Pour revenir très brièvement sur le problème de cette pratique donc, des taux d'intermédiation dans les ventes, moi j'ai le souvenir d'avoir vu 3 fois le sujet revenir sur la table. Il y a très longtemps, à l'époque, il y avait donc une compétition entre Trotting Promotion et Agence Française du Trot. C'est la seule fois d'ailleurs j'ai vu leurs animateurs se rencontrer et échanger. Il y a toute une étude de fond qui avait été menée et on aboutit à strictement rien du tout. Donc ça veut bien dire que c'est quand même assez figé dans le marbre. C'est revenu sur le tapis avec, si vous me permettez l'expression, avec à la demande de Jean de Mondésir à l'époque, c'était le GAET qui prenait donc ce sujet donc à bras le corps. Conclusion des débats, une nouvelle fois rien du tout. Donc je pose la question, qui pourrait donc par conséquent très largement ouvrir une consultation et faire évoluer le concept. Jean-Yves me disait à l'époque, mais à l'instant, pardon, on pourrait imaginer de le faire partager un peu différemment. C'est-à-dire que voir le vendeur donc effectivement payer une commission de 8% ou un peu plus hors taxe, c'est beaucoup. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ce soit donc des frais partagés entre plutôt l'acquéreur qui bénéficie d'ailleurs d'un service et non, moi j'y serais favorable et non moins le vendeur, ce serait sans doute plus équitable. Alors il y a des pistes, mais une fois encore, qui prend le dossier à bras le corps et qui prend la décision donc de le gérer, de le faire adopter et de le faire comment dire admettre unanimement. Je ne crois pas que ce soit à l'autre de le faire. En tout cas, le but de ces assises, c'est de parler de tout ça. Et puis peut-être qu'il y a des solutions qui sortiront en effet de ces échanges. Ouais, ça, c'est important. Moi,
je suis très favorable à l'idée qu'on remette donc conjointement avec les courtiers, non moins les entraîneurs publics et plus encore les gens qui les font pratiquer, je parle des organisateurs de vente ou des associations, au contraire avec plaisir. Je rappelle que plus la pratique de ces commissions pour les organisateurs que nous sommes est plus une contrainte qu'autre chose, parce qu'en plus nous les gérons et elle, comment dirais-je, elle nuit à la compétitivité et elle accroît les frais de transaction. Donc, quelque part pour nous c'est quelque chose de plutôt pesant. Donc si on peut les réaménager, en ce qui concerne un canal, je pense qu'il n'y a pas de débat, ça sera de toute façon très soutenu. Allez-y, allez-y. Oui, ça pourrait être indexé, effectivement, comme dit Hugues, il y a des solutions. On pourrait dire qu'elle est de 5% entre 5 et 10 000, qu'elle est de 8% entre 10 et 15 000 et qu'elle est de 10% au-dessus de 15 000, je ne sais pas. Tout est faisable, tout est possible. Ça peut être progressif ou en fonction du prix de vente. Il y a une autre question que je voulais également vous poser, parce que c'est vrai qu'on se dit aussi pour que demain il y ait plus de richesses à partager, il faut mieux vendre encore, il faut encore mieux produire, mieux valoriser. Comment on pourrait mieux valoriser dans les ventes les yearlings? Comment on pourrait mieux les vendre? Alors vous avez parlé de prospection tout à l'heure, recherche de nouveaux clients. Thierry Andrieux, qu'est-ce que vous avez comme idée? Nous, il n'y a pas de prospection, c'est-à-dire que tout le monde peut venir s'inscrire aux ventes de camps. C'est ça qui avait fait qu'on avait créé cette association, parce que beaucoup d'éleveurs disaient, bah nous, bon, effectivement, c'est normal, ils font une vente de sélection, il y avait Trotting Promotion et l'AFT après, comme disait Hugues, mais voilà, eux, ils ont une prospection, ils sélectionnent, c'est une vente de yearling sélectionnée, donc nous, on avait des éleveurs, c'est pas qu'ils restaient sur le côté de la route, mais ils nous disaient, mais nous, il nous faudrait, donc on a vu qu'il y avait un créneau là, la preuve, on a commencé avec une seule journée, aujourd'hui, on en organise 8. Mais là, moi, je parlais de prospection, même oui. Par rapport aux acheteurs. Aller chercher des acheteurs potentiels, oui. des nouveaux entrants. Bah, on s'est fait connaître dans toutes les régions, et effectivement, on envoie ça se fait par le listing qu'on met au point tous les ans. La prospection fait qu'on va leur envoyer un catalogue et à des entraîneurs qui ne sont jamais venus aux ventes, par exemple. Voilà comment on fait. Et puis dans chaque région, on essaie de trouver des relais qui disent amenez-nous des clients. Ensuite, il y a la publicité. Bon, ça a un coût aussi. Voilà, non. Une fois que Deauville, ils savent très bien que tout le monde les connaît. Nous aussi aujourd'hui, on sait, tout le monde en France connaît les ventes de camps, puisqu'on envoie des catalogues dans toutes les régions. On voit des acheteurs venir de toutes les régions, et même des étrangers. On a de plus en plus. Donc voilà, avant on n'avait pas à l'international rien, on s'est fait un listing aussi et on a réussi à pénétrer un peu des entraîneurs, le marché extérieur pour qu'ils viennent acheter du trotteur français chez nous. Après, combien de ventes vous avez actuellement en 2022? On a en 2022 8 journées de vente, 7 journées pour les yearlings, 1 journée pour les foals. Parce que nous, on fait depuis le début des ventes de foals. C'est plus compliqué, c'est pas le même marché, mais il y a des éleveurs qui préfèrent au sevrage se débarrasser entre guillemets de leur poulain en leur disant j'ai moins de coûts, ça coûte moins cher que de l'emmener yearling. Donc s'il vend son foal, mettons 3, 4, 5 000 euros et qu'il a payé 2 000 euros de saillie, il ne va pas y perdre d'argent, alors que s'il le vend 5 6 000 euros yearling, plus avec la saillie dedans, ça va être compliqué pour lui. Donc c'est un marché qu'on ne croyait pas au départ. Aujourd'hui, on arrive à faire une journée de foal à une centaine de poulains. Bon, le top price a été de 40 000, mais bon, on va pas tous les ans en vendre à ce prix-là. Hugues Rousseau, sur cette question. Moi, je dirais que pour faire fonctionner ces ventes le mieux possible, ce serait de suivre 2 axes. Le premier, c'est fidéliser déjà toute la clientèle que nous avons pu donc au fil des années, donc à qui nous donnons rendez-vous, qui revient donc systématiquement. Et la deuxième, et là je vous entends bien, dire quelles dispositions prendre pour trouver des bonnes directives, pour faire vibrer les gens, leur donner envie d'acheter des poulains, etc. Alors des choses on en fait, vous avez eu Yearling Cup, etc. Toute notre attention pourrait également se porter sur l'international, parce que ça, il ne faut pas non plus l'occulter. S'il existe un levier de croissance en termes de chiffre d'affaires, c'est aller trouver des nouveaux clients. Des nouveaux clients, ils sont d'abord forcément français, mais aussi, on pourrait l'imaginer, à l'étranger. Donc des initiatives pour ça, nous les prenons. Mais il nous revient qu'on fait à peu près seulement entre 10 et 15% du chiffre d'affaires opéré dans nos ventes sur des acteurs étrangers. C'est bien dire que c'est
c'est à exploiter, c'est à encourager, c'est prendre toutes les initiatives possibles pour effectivement les convaincre, les faire venir, veiller à bien les recevoir, etc. Mais ce n'est pas non plus d'une louable évidence, parce que tous ces clients étrangers ont également leur propre marché, ont également des de courses qui s'adressent à leurs propres élevages, et donc ce n'est pas si simple. Et puis il y a surtout moi, quelque chose que je trouve récurrent dans toutes les problématiques qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le vieillissement. Aujourd'hui, il faut bien se dire qu'on s'expose à un problème. Notre sport est beaucoup moins populaire qu'il l'était précédemment, première observation, et c'est absolument sans appel. On voit bien la fréquentation des hippodromes, le reste. Deux, pour ceux qui veulent donc effectivement entreprendre leur parcours de propriétaire et en assumer le coût, il y a la donnée économique qu'on ne peut absolument pas nier. Aujourd'hui, entretenir un cheval de course, il faut quand même avoir un revenu certain. Et ça, encore une fois, nous l'observons. Que ce soit les cadras ou les quinquas, de moins en moins de gens sont donc effectivement au banc de devenir propriétaires. Ils ont des quantités de hobbies, ils sont sollicités par de multiples choses qui aujourd'hui peuvent leur permettre d'avoir du plaisir dans d'autres domaines. Il y a un axe de développement, je pense que là-dessus, sur lequel les sociétés travaillent, aussi bien d'ailleurs le trot que le galop, ce sont les écuries de groupe. Alors effectivement, en créant de la multipropriété, ça comprime les coûts de participation et ça peut appeler le plus large public à y participer. Mais si ces écuries existent, ce n'est pas une nouveauté, ça fait longtemps qu'elles se pratiquent. Vous voyez bien qu'elles ne font pas non plus, c'est pas quelque chose qu'on voit, au moins dans les médias, prospérer. C'est à l'initiative, il faut surtout encourager les gens à le faire. Il faut en faciliter d'ailleurs l'accès. Donc il y a tout un travail de fond que là, les sociétés mères peuvent mener. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas encore aujourd'hui, ce n'est pas l'Australie, ce n'est pas la Grande-Bretagne ou encore même l'Irlande. On voit des syndicats se monter très facilement aux États-Unis. Il y a même des sociétés, je crois en Australie, cotées en bourse, qui achètent des chevaux. Bon, pour d'autres raisons que je n'évoquerai pas, effectivement, on sait que ça peut se pratiquer, mais que c'est encore lourd. Hein. C'est quelque chose d'assez technique et assez pesant à monter. Hein. Jean-Yves et Florent, je vais vous faire réagir quand même sur ces échanges concernant Arcana, concernant les ventes de camps. Un petit mot, Jean-Yves, sur ce sujet. C'est vrai que les sociétés de vente ont quand même du travail à faire. Bon, après, s'ils arrivent à sortir un beau catalogue, ils auront de la clientèle. Mais il faut quand même qu'il y ait un ensemble de choses qui font la réussite d'une vente. Qu'est-ce que vous pensez de leur travail en général? Ils peuvent s'améliorer encore un petit peu. Hein. Bon, attention, il va réagir. Non, mais le travail qui est fait est pas mal, mais il y a toujours à améliorer, mais je suis là pour... Il y a un point là que vous aimeriez partager avec nous concernant l'amélioration potentielle? Un point comme ça qui vous vient naturellement? Non, c'est surtout au niveau technique des ventes. D'accord. Au niveau de l'organisation et tout ça, il y a encore un petit peu de boulot à faire. Florent, en tant que courtier? Je pense qu'on a un vrai sujet en ce moment, c'est la question des commissions et des frais d'intermédiation, notamment à la charge des vendeurs. On a de nombreuses divergences entre les courtiers. Moi, je ne suis pas défavorable à un passage à 5%. Intervenant au galop, c'est devenu comme ça et j'en suis pas défavorable. Et je pense qu'une meilleure répartition doit intervenir. Ça peut surprendre certains qu'on accepte de travailler à 5% et non plus à 8,33. Mais je pense que pour amener de l'attractivité dans les ventes, il faut de la matière première. Et la matière première, c'est les chevaux que les éleveurs vont présenter. Et je pense que les éleveurs qui souhaitent, il y a de moins en moins d'éleveurs qui veulent passer des yearlings aux ventes parce qu'on leur ponctionne la commission d'intermédiaire. Et moi, de mon avis personnel, ça me surprend un petit peu que l'on prélève la commission aux vendeurs alors qu'ils payent déjà des frais de vente. Et je pense qu'on peut arriver à une discussion tous ensemble, avec les entraîneurs notamment, pour qu'on puisse trouver des solutions. Ce n'est pas infaisable. Bon, en tout cas, c'est un discours d'ouverture qui est intéressant et qui va dans le sens de la réflexion commune. Voilà, il y a des applaudissements par rapport à ça. On va faire le jeu des questions-réponses sur ce sujet. Donc, à la fois les saillies, bien sûr les encouragements, bien sûr les ventes. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Pierre-Julienne. Alors, n'hésitez pas aussi à vous présenter à chaque fois. Voilà, comme ça, c'est clair, on sait qui pose la question. Et ensuite, on vous apporte le micro. Oui, voilà. Bonjour, Pierre-Julienne. Je voudrais, dans un premier temps, réagir sur les commissions, rappeler que le problème de la TVA sur les commissions. On parle de 10% de commissions dans le trot, c'est 10% TTC.
Donc hors taxe, 8,33, je ne crois pas que ce soit exactement 8,33. Il faut faire le calcul à l'intérieur, c'est de l'ordre de 8. Hein, donc c'est du TTC. Ça, je trouve que c'est assez malsain, parce que quand vous vendez, si vous avez un intermédiaire professionnel, et a priori un intermédiaire doit être professionnel, il est soit courtier, soit entraîneur, il est assujetti à la TVA, donc il vous facture du 10% TTC, et en réalité, quand vous êtes éleveur professionnel, vous ne payez que le hors-taxe. Donc ça fait une commission réelle de l'ordre, on passe les virgules, de l'ordre de 8%, d'accord ? Par contre, ça favorise les intermédiaires non professionnels qui, eux, facturent 10%, et c'est du 10% sans TVA, c'est-à-dire que le vendeur, il paye 10% réellement. Non, et ça ne me semble pas très sain de favoriser des non-professionnels par rapport à des professionnels. Donc on devrait, et c'est normalement la règle dans le commerce d'une façon générale, toujours parler sur du hors-taxe. Alors quand on parle sur du hors-taxe, le problème, il n'est plus entre 5 et 10, mais il est entre 5 et 8. Donc la marge est déjà beaucoup moins importante à franchir, à sauter. Okay, et rappeler que la pratique, et on pourra me contredire, mais dans le privé, on parle toujours 5%. Dans les transactions privées, on parle toujours 5%. Et finalement, ça favorise aussi le commerce. Et ça permettrait d'avoir une uniformité sur tout ce qui se fait d'une façon générale. Voilà ce que je voulais dire sur la commission des intermédiaires. Maintenant, après, sur le problème du marché, on n'en a pas parlé. Le problème que l'on a sur la valorisation, c'est d'avoir des clients, des débouchés. C'est un problème de marché. Dans le trou, on est sur un marché franco-français, parce que c'est comme ça. Vous en connaissez les raisons. Si on fait une comparaison avec le galop, qui est un marché... Le marché, il est 9 fois supérieur au galop au trot. Au trot, le marché doit être de l'ordre de 32 millions d'euros en vente publique. Les chiffres méritent d'être actualisés. Au galop, il est de l'ordre de 280 millions, c'est-à-dire 9 fois plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre marché ? En interne, naturellement, attirer des clients, des investisseurs, mais aussi sur le marché international. Pour attirer des gens sur le marché international, il faut qu'ils aient des moyens pour acheter, ou tout le moins un intérêt. La grosse différence, c'est qu'en France, on a un financement des courses par le PMU, avec un prélèvement qui permet d'alimenter les allocations, comme vous le savez. À l'étranger, ils ne l'ont pas. Pourquoi ils ne l'ont pas ? Parce que voilà, ça ne s'est jamais fait. Et si on pouvait les aider, les pays qui nous entourent, à avoir la même démarche vis-à-vis de leurs dirigeants, de les amener à ce qu'ils aient un prélèvement sur l'ensemble des jeux au bénéfice de la filière cheval, mais aussi des gouvernants, de façon à ce qu'ils aient chez eux un financement de leurs courses. On a tous peur de l'envahisseur de l'étranger qui va venir piquer nos belles allocations. Mais si les étrangers ont des allocations, un financement de leurs courses semblable aux nôtres, avec à terme des allocations qui se rapprocheraient des nôtres, ils ne vont pas avoir envie d'aller courir à l'étranger s'ils ont de l'argent chez eux. S'ils ont de l'argent chez eux, ils vont courir chez eux. Et s'ils ont de l'argent chez eux, ils vont devenir des acheteurs potentiels parce qu'ils auront besoin de chevaux. La France est un pays d'élevage fabuleux à l'intérieur de l'Europe. On a toutes les conditions pour bien élever. On est capable de produire, même on avait tendance à surproduire. Donc on peut leur produire des chevaux. On a le marché. Si on a autour de nous des gens enrichis, ils resteront chez eux et ils seront des clients potentiels. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Très bien. Merci Pierre-Julien. Quelqu'un veut réagir ? Oui, très rapidement sur l'aspect de la TVA, Pierre, je vous reprends, parce que lorsque vous dites que lorsqu'un intermédiaire présente une facture de commission à 10%, l'éleveur n'est pas en mesure de pouvoir récupérer sa TVA, nous, il faut que vous sachiez qu'il y a un protocole, comment dirais-je, de contrôle de toutes ces factures. Elles font toutes ressortir de la TVA, c'est pas 10%. Attendez, je termine. Et la condition sine qua non est celle que, lorsque c'est un entraîneur public, elle s'applique de plein droit. Lorsque c'est une personne intermédiaire de commerce, on vérifie d'une part qu'elle est bien donc effectivement qu'elle a bien à sa disposition un cabis sur lequel est bien mentionné que ce sont des intermédiaires de commerce dans le commerce propre de chevaux, pas n'importe quel type de commerce. Et donc, s'agissant des éleveurs, ils ont au moins une certitude, c'est que même si au bout du bout, ils payent 10% s'ils ne sont pas à la TVA, en tout cas, ce n'est pas n'importe qui, n'importe quoi qui peut venir donc réclamer, et dans son bon droit, une commission d'intermédiaire. Ça, je tiens à le rappeler, c'est important. C'est un travail que nous effectuons nous-mêmes. Quant à vous répondre sur l'aspect donc de souhaiter, et ce serait évidemment forcément la meilleure solution à toutes ces craintes qui sont les nôtres, de voir les pays étrangers donc fonctionner sur un principe identique au nôtre, c'est bien là le drame, parce qu'elles ont adopté d'autres directives, on fait rentrer donc la cote fixe, les bookmakers, etc., qui n'ont pas reversé à leur filière, et je crois que si le mal est fait dans leur pays, souhaiter ardemment qu'ils puissent de nouveau prendre des directives pour que leur niveau d'allocation s'enrichisse
je vous laisse le faire, parce que c'est vrai que ce serait forcément la meilleure solution qu'on puisse trouver à tous ces problèmes. Et quant à revenir à leur appétence sur le marché français, elles l'ont forcément par rapport à l'envie qu'elles peuvent avoir du niveau des allocations qui sont les nôtres, mais aussi s'exposent à des tas de difficultés, après des barrages sur la langue, des barrages d'accueil, de veiller à ce que leurs chevaux soient formés pour de nouveau être compétitifs sur la France. Moi, j'observe qu'on vend, et depuis X années, des chevaux à l'étranger. Vous observerez, Pierre, comme moi, que le retour, en termes de résultats sur les programmes français, il n'est pas si significatif que ça. Prenez le micro, Pierre Julienne. Excusez-moi, sur le contrôle, effectivement, il y a quelques décennies, peut-être même une dizaine d'années, on n'avait pas les moyens de contrôler les flux financiers sur le jeu. Maintenant, il y a des règles de contrôle sur tous les flux financiers. Et donc, après, c'est une décision politique de dire, eh ben, il y a une taxation sur ces jeux pour le bénéfice du gouvernant du pays dans lequel s'exercent les jeux. Il y a des possibilités de contrôle maintenant. On l'a bien vu en France. Avant, on n'avait que le PMU. Maintenant, on a les jeux, à travers les jeux online, des possibilités avec ce qu'on appelle des bookmakers. Enfin, on l'a vu avec The Turf, etc., qui prennent des paris et qui sont contrôlés et qui payent leur contribution intégralement au même titre que tout autre. Donc maintenant, les choses ont évolué, les possibilités de contrôle ont évolué. Et après, c'est une question effectivement, de décision politique. Mais je crois savoir que dans les pays, ils n'ont pas ce niveau de réflexion que nous avons. Ils sont complètement ignorants de tout ça. Et ça mériterait qu'on aille les voir, leur expliquer ce que l'on fait, l'intérêt qu'ils auraient à faire la même chose pour avoir un système vertueux dans leur pays, leur permettant je reviens toujours au même truc, de leur permettant de financer leurs courses pour améliorer leur activité. Et une activité, être entouré de gens qui ont une activité florissante, c'est toujours bénéfique, parce qu'après, ça peut permettre... D'abord, ils auront moins tendance à sortir de leur pays, s'ils ont de l'argent chez eux, pour venir nous envahir. Ils resteront chez eux. Et puis, c'est vertueux dans le sens où on est plus heureux quand on est entouré de gens riches. Ça peut favoriser des échanges du commerce. Très bien. On en parlera, je pense. Il y a une autre question derrière. Voilà. Je vous laisse vous présenter à chaque fois, bien sûr. Bonjour. Je m'appelle Gaetano Bezzone, je suis un courtier. J'ai pensé aujourd'hui de venir ici pour la question d'améliorer la race française, pas de le problème de la commission de la courtier. Aujourd'hui, le problème est de trouver le propriétaire qui achète les chevaux. Le problème n'est pas la commission. C'est une chose pour améliorer la race française, je ne sais pas. Vous devez trouver un propriétaire qui doit payer la pension de le cheval toute l'année et après doit payer la commission. Je ne sais pas si c'est une chose pour améliorer la race française. Je ne sais pas. Le problème aujourd'hui, c'est que je ne suis pas de propriétaire. Les propriétaires sont beaucoup d'entraîneurs qui prennent de la commission comme participation dans le cheval. Et ce n'est pas le problème principal pour améliorer la race française. Aujourd'hui, le problème est de trouver le propriétaire qui achète le cheval, qui maintient le cheval, qui paye la pension. Et pas, si vous êtes en vente un cheval, le propriétaire te dit achète ce cheval-là pour 20 000. Tu es un courtier, tu dis ok, essayez à 22, 23 000. Et c'était la commission de le courtier. Ce n'est pas le problème principal pour moi. Je suis un courtier, je suis un organisateur de vente à l'Italie, quand même. Le problème principal est de trouver le propriétaire. Et Arcana fait ça, trouve le propriétaire, va convaincre le propriétaire à acheter avec de la visite, de la vétérinaire, de la personne qui travaille là pour présenter des chevaux beaux. Après, c'est le courtier qui fait le travail ensemble à Arcana. Okay. Le problème ne peut pas être la commission de le courtier pour améliorer la race française, je pense. Et un propriétaire, après, achète un cheval, doit penser, doit payer pour la commission. Ce n'est pas possible, ça. Après, c'est bon. Désolé pour mon français. Non, non, c'est très clair. Donc, en gros, ce que tu le dis, c'est, voilà, le problème, c'est avant tout de vendre le cheval qui soit le mieux présenté au meilleur prix et que finalement, l'histoire de la commission, ce n'est pas un vrai problème. Qu'est-ce que vous répondez, Hugues? Il doit marcher. 1, 2. Donc, on ne peut pas nier effectivement que moi je reprends Gaetano. On va changer de micro.
il ne faut pas diaboliser non plus la pratique des commissions, parce que je rappelle quand même qu'il y a un travail qui s'effectue derrière, et ça on doit le rendre à ceux qui font donc réellement le travail. Je parle des courtiers entraîneurs qui, au moment notamment des ventes de yearling, visitent les haras, vont chez les préparateurs, ils consacrent du temps, donc du temps c'est de l'argent, en plus ils font des frais effectivement à tout point de vue, et donc soit rémunérer ces personnes-là, moi ça me semble tout à fait normal, dans tous les commerces et les intermédiaires de commerce. Alors après, bien situer le curseur pour créer le moins de mécontentement possible, oui, je le répète, ça c'est une réflexion qu'on doit mener, tous conjointement, entraîneurs, courtiers, non moins organisateurs de vente. Et puis je rappellerai qu'il peut y avoir aussi, et c'est bien un sujet qui actuellement donc, est débattu, nous sommes à l'initiative donc d'une vente qui a lieu donc à Angers très prochainement. Et là, qu'est-ce que nous observons? C'est que nous allons vendre une population de chevaux complètement méconnue à 72 heures de la vente. Par conséquent, tout ce travail de sélection préalable n'aura pas lieu. Et pour favoriser les échanges, d'une façon à peu près donc, consensuelle et admise, le tarif de 8,33 hors taxe, Pierre, pour bien vous répondre, semble être excessif, puisque les gens vont arriver le jour même, regarder les chevaux courir ou pas les acheter. Donc là, s'il y a un travail qui est moindre en termes d'exposition à des coûts, le taux de commission doit être moindre. Vous êtes d'accord? C'est toutes ces pistes qu'on essaye de suivre pour essayer donc de bien trouver le niveau qui semble être le plus justifié et le plus équitable. Voilà. Bon, en tout cas, l'idée, en effet, ce que dit Gaetano, en gros, il dit bah, voilà, les courtiers, les acheteurs, il ne faut pas les mettre au pilori. Le problème n'est pas que là. Thierry Andrieux, vous voulez réagir là-dessus aussi? Non, mais moi je suis tout à fait d'accord, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a quand même, comme le dit Hugues, il y a un travail quand même de l'entraîneur. Il va aller voir les poulains. Nous, il n'y a pas de visite, mais les entraîneurs vont chez les éleveurs voir les chevaux. On le voit régulièrement. Avant d'arriver à la vente, ils ont déjà été voir le yearling. Donc voilà, il y a cette prospection qui est faite par l'entraîneur. C'est pas nous qui l'avons faite. Nous, on réceptionne le yearling le jour de la course. C'est le jour de la course. Des ventes, c'est tout. Mais donc voilà, moi je pense effectivement qu'il faut trouver un accord et à ce moment-là qu'on aille tous dans le même sens et voir si on peut moduler ou modifier cette commission, comme disait M. Fontaine. Mais voilà. Mais je pense que c'est nécessaire quand même. Il y a quelque chose, il y a un travail qui est fait. Il y a des propriétaires sans l'entraîneur ou sans le courtier qui va les conseiller. Peuvent acheter n'importe quoi s'ils sont néophytes. Ça sert à ça aussi, les intermédiaires. Oui, et puis un courtier, parce que c'est vrai qu'on a un peu tapé sur les courtiers depuis tout à l'heure, c'est vrai que le point positif des courtiers aussi, c'est d'aller chercher des clients, des gens qui n'ont pas encore de chevaux aujourd'hui, qui en auront demain. On sait tous qu'il y a en plus d'investisseurs qui chaque année sont susceptibles de disparaître que de nouveaux apparaître. Donc si vous découragez tous les gens qui font tout ce travail en amont dans leur environnement proche et qui ne vont pas effectivement faire toutes les démarches pour convaincre des gens d'acheter les chevaux de course, on est inexorablement appelé à décliner. Donc ça, il faut le rappeler, c'est important. Les entraîneurs, et je le répète, parce que les entraîneurs, je les recite en premier lieu, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus nombreux que les courtiers, qui sont d'ailleurs peu nombreux en France au trot. 15, à être intermédiaires de commerce. Donc rappelons que c'est d'abord eux qui donnent le là, et il faut bien entendu absolument pas décourager les gens à s'investir, à essayer de convaincre au travers de la réussite de leurs écuries, au travers de la réussite et l'expérience de la réussite de leurs clients, faire créer des émules, etc. Ça, c'est à encourager, bien évidemment. Alors, autre question. Juste derrière vous et après, voilà. Pascal Lollier. Moi, je voudrais revenir au premier volet de votre débat. C'est sur la désorganisation de l'étalonnage avec le boursicotage des parts d'étalons et ce qui fait que les étalonniers ont tendance à souffrir énormément ou voire disparaissent. Donc, je pense que peut-être qu'une piste qui pourrait être approfondie, ce serait tout simplement d'interdire aux jeunes chevaux qui courent de saillir avant un certain âge. C'est-à-dire que vous feriez reculer les dates de syndication, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas des chevaux syndiqués alors qu'ils sortent du berceau, sans savoir la qualité de leur futur. Hein, et que si vous voulez, ils ne pourraient être syndiqués que quand ils auraient arrêté leur carrière de course. Donc on fait une différence entre la carrière de course et l'étalonnage, parce qu'on voit maintenant des chevaux qui saillissent à 3 ans, ça devient un peu du tout et n'importe quoi. Alors, réaction là-dessus, Jean-Yves, petite réaction? Pas
pas forcément d'accord. Ça va être repousser le problème. Après, c'est vrai qu'il y a une... faire saillir un cheval à 4 ans, c'est pas dérangeant. Si c'est un bon cheval, il n'y a aucune raison. Si la syndication a été faite, que le cheval a eu assez perf et que la syndication a bien marché, il n'y a pas de raison. Si on le fait à 5 ans ou 6 ans, ça repoussera le problème. Mais vous, ce qui vous gêne, c'est qui achète et pourquoi il achète. Voilà, il y a eu trop de coups de bourse quoi, sur ces chevaux. C'est ça le problème, c'est plus les éleveurs qui achètent. Mais en même temps, ce que dit Pascal, c'est vrai que quelque part, tout à l'heure, vous avez dit oui, parfois, finalement, il y a des syndicats qui se créent sur des chevaux, on ne connaît pas encore la suite de leur carrière. Là-dessus, Pascal, il vous rejoint un petit peu quand même. Ah bah oui, parce que si vous voulez un cheval que vous auriez pu syndiquer X milliers d'euros à 3 ans, à 5 ans, s'il n'a plus de perf, ça chute. Donc il faut toujours le cheval, vous le syndiquez au bon moment, il faut le syndiquer au bon moment. Hein. Donc le problème, c'est si vous le courez jusqu'à 5 ans, puis qu'à 5 ans, il ne fait plus de belles perfs, ça vaut moins cher. Mais justement, ce côté un peu boursicotage dont il parlait, on peut le retrouver un peu là-dessus. Ouais. Et parce que moi, question, ça fait combien de temps maintenant, ça fait combien d'années, depuis quand on syndique les chevaux de plus en plus jeunes? Parce que j'ai le souvenir quand même d'une époque où ça ne se faisait pas tellement. Non, ça ne se faisait pas parce que déjà on attendait que les étalons aient fini leur carrière de course pour les faire saillir. Et maintenant, dès qu'ils peuvent être syndiqués, ils le font. Et on fait ça depuis combien de temps à peu près, les syndications, c'était une bonne dizaine d'années, les jeunes étalons, je parle, en bien parlant sûr. de jeunes. À peu près depuis début des années 2010, quoi, quelque chose comme ça. Oui, voilà. Avant, les syndications se faisaient souvent quand la carrière était terminée. Quoi. Ouais. En fin de carrière. Il y a des cas plus rares, mais ça remonte à loin. Oui, Jacques Duvivier a été syndiqué parce que c'était le propre frère. Mais bon, après, c'était pas systématique. Que maintenant, c'était plus ponctuel. Voilà, maintenant, c'est automatique. Systématique. Dès qu'un cheval peut être étalon, avec un pédigré intéressant, il est syndiqué. Autre question. Alors, devant, président. Voilà. Bonjour, Alain Bonnet. J'ai une question que je vais plutôt poser à monsieur Jean-Yves Léreté. Aujourd'hui, on achète une saillie. On achète un éjaculat. Un éjaculat, c'est plus ou moins 4 milliards de spermatozoïdes. Donc, on va prendre une saillie à 10 000 euros. C'est un chiffre. Qu'est-ce qui décide que moi, je vais avoir un quart de l'éjaculat, ou un huitième de l'éjaculat, ou un éjaculat complet, quand j'achète, je vais dire 1 kilo de roast beef dans le filet, j'en achète pas 700 grammes. Et aujourd'hui, quelle est la valeur génétique d'un éjaculat coupé en 8 ou en 12, ou en 4, ou en 3? Et non, c'est pas vrai. Et également, je vais poser, je m'excuse, on m'interrompt, mais quand on achète donc un produit, on doit donner en fonction de ce produit. Et quand on dit qu'on vend du sperme congelé, frais, réfrigéré, il doit être de 24 heures, ou voilà, immédiat, mais bien souvent, tous les gens qui font saillir depuis des années, j'en fais partie, savent très bien que tout un tas d'étalonniers vous disent « Moi, mon cheval, il produit très bien. 4 jours après, les spermatozoïdes sont toujours vivants. » Et il y a quel contrôle et quel cadre dans la gestion des éjaculats? Moi, si je veux avoir une saillie d'un bon cheval, et je ne discute jamais les prix de saillie, je paye mes prix de saillie complète. Là, ma jument va aller à Honeck, mais je voudrais bien avoir un éjaculat complet. Je ne voudrais pas avoir un éjaculat coupé en 6 ou en 8. Voilà. Et je ne voudrais pas non plus un éjaculat de 3 jours. Parce qu'on va nous dire, alors ce n'est pas le cas d'Honeck qui ne court pas en ce moment, mais vous allez voir une jument et on vous dit, ah ben non, vous ne pouvez pas venir parce que le cheval, il a besoin d'aller travailler ou d'aller courir. Puis, dernière question, c'est qu'un cheval qui court, un étalon, il augmente considérablement son taux de testostérone. Il y a quelques années, on a retiré les juments de la course qui étaient pleines parce qu'elles avaient un taux de progestérone ultra élevé, qui était du véritable dopage naturel.
Mais les juments n'avaient pas besoin de consommer d'oxygène, moins de 50% de la normale, parce qu'elles étaient pleines. Et elles faisaient, pour la majorité des juments, des surperformances. Eh bien, aujourd'hui, effectivement, les étalons font ou la monte ou les courses, mais pas les deux en même temps, parce qu'on se retrouve sur des chevaux qui ont des taux de testostérone bien au-delà de la normale. Donc, ils sont véritablement en état de dopage. Et ça, on le permet, on l'accepte. Est-ce que c'est normal d'accepter que les chevaux courent dopés naturellement? Voilà, je vous pose la question. Enfin, Alors, ces questions. 2 questions pour vous, Jean-Yves. Je vous laisse répondre déjà à la première, l'histoire de l'éjaculat. Bon, l'histoire de l'éjaculat, le but c'est d'avoir une jument pleine déjà. Et si vous voulez avoir un éjaculat complet, ben, vous avez un étalon qui fait la monte naturelle. Prenez le micro, prenez le micro. Ce que vous dites est une réponse simple. Vous avez 10 étalons qui font la monte naturelle, mais ce n'est pas les plus renommés, les meilleurs. Attendez, tenez-vous bien le micro, allez-y, je vous en prie. Vous savez aussi bien que moi que si vous voulez aller à un bon étalon qui fait l'assaillant en monte naturelle et qu'après vous voulez aller l'inscrire à Arcana, je ne sais même pas s'il va vous le prendre. Retrouvez dans l'annuaire des étalons la valeur des étalons qui font la monte en naturel. C'est facile. Moi, je vous demande juste, qu'est-ce qui détermine chez vous, étalonnier, le fait qu'un éjaculat, vous le coupez en 4, ou en 8, ou en 10? Alors d'abord, est-ce que ça se fait, Jean-Yves? Est-ce que ça se coupe? C'est quoi la décision? Ben oui, on fait des doses à 400 millions. Nous, on fait des doses à 400 millions. Un étalon produit X millions de... Comment? Nous, on les fait à 400. Après, la dose, c'est 200 millions. Mais si vous allez à Onec demander à Philippe Allaire d'avoir l'éjaculat complet, vous allez bien voir ce qu'il va vous répondre. Eh ben non, mais là, vous... Alors, juste une question. Après, on va passer à une autre question parce que sinon, on va faire long là-dessus. Mais non, pour vous poser une question à vous, monsieur. En quoi, si la jument est pleine, c'est un problème? On peut peut-être vous donner le micro. Si la jument est pleine, comme le disait Jean-Yves, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si j'achète un éjaculat où il y a 4 milliards à peu près, plus ou moins, de spermatozoïdes, et que j'ai une saillie où je vais avoir 200 millions de spermatozoïdes, je ne connais pas la valeur génétique de cette insémination du tout. Parce que dans un éjaculat, vous avez toujours un spermatozoïde champion qui va fertiliser la jument, qui est le premier, qui est le plus fort. Vous avez... Je ne sais pas pourquoi, je vais avoir le droit à un éjaculat coupé en 8. Donc vous avez le sentiment que vous avez un éjaculat de deuxième catégorie. Mais quoi. Plus que ça, qu'est-ce qui permet à quelqu'un qui vend un produit d'en donner qu'une partie? Moi, je voudrais savoir pourquoi tel client va recevoir un éjaculat coupé en 2 et tel client va recevoir un éjaculat coupé en 8. Je vois au moins que ça fait rire monsieur Lérité. Je vois que ça le fait rire. Non, il vous a répondu, Jean-Yves. Non, il ne m'a pas répondu. Je veux savoir qu'est-ce qui détermine le fait de faire de la séparation d'éjaculat en 2, en 4 ou en 6. Pourquoi ce jour-là, vous allez avoir un éjaculat en 4 et le lendemain, un éjaculat en 2 ou un éjaculat complet? Pour clore le sujet, Jean-Yves, c'est une histoire d'offre et de demande, c'est ça en fait, tout simplement? C'est même pas ça, c'est la technique qui permet d'inséminer plusieurs juments avec un éjaculat. Très bien. Pour vous, est-ce que ça a un impact sur le potentiel du poulain futur ou de la pouliche future? Il n'y a rien à été prouvé là-dessus, je pense pas, parce qu'il y a autant de bons chevaux une fois que issus d'insémination que de monde naturel. Bon, en tout cas... Maintenant, le monsieur qui disait qu'il achetait un beefsteak, il n'achète pas le bœuf. C'est pas mal. Pierre Julienne, vous voulez réagir? Prenez le micro, monsieur, prenez le micro. Ah, pour Pierre Julienne derrière. Oui, je vais lui passer. Quand j'achète 1 kilo, je vous ai dit, je paye, j'achète 1 kilo. On me donne 1 kilo, on ne me donne pas 750 grammes. Mais si, c'est pareil. Pierre Julienne, une réaction rapide là-dessus. Oui, s'il vous plaît, je pense, monsieur, vous avez abordé beaucoup de questions, je voudrais répondre sur une question absolument essentielle, et que tous les spermatozoïdes sont absolument semblables, porteurs exactement du même
et que de toute façon, il n'y en a qu'un seul qui va dans une dose ou 4 milliards dans une saillie, ça ne change strictement sur un plan purement technique et scientifique. C'est une réalité. Tous les spermatozoïdes sont absolument semblables, sont porteurs du même code génétique. C'est un peu comparable aux informations que vous avez sur votre carte bancaire. Et c'est au moment de la méiose, c'est-à-dire de la fécondation, il y a 50% des gènes du père et 50% de la mère qui s'associent d'une façon aléatoire. C'est là que se fait la différence de la qualité. Mais tous les spermatozoïdes sont absolument semblables. Donc, que vous ayez 1 sur 400 millions ou 1 sur 4 milliards, ça ne change absolument rien. Une vieille discussion qu'on avait en 1986 au début de l'insémination artificielle, ça a été prouvé, archi-prouvé, monsieur. Je peux comprendre, vous n'avez pas formation scientifique, on est là pour et pour dire à tout le monde qu'il n'y a aucune différence entre une 400 millions ou à 4 milliards ou à 200 millions. Il n'y a qu'un spermatozoïde qui féconde et les spermatozoïdes sont semblables, identiques. Très bien, merci pour cette intervention. Votre deuxième question, monsieur, c'était quoi déjà? J'ai oublié, monsieur Bonnet. Monsieur Bonnet, votre deuxième question, c'était quoi la deuxième question? Dites-le moi comme ça, juste, je me rappelle plus ce que vous m'avez dit. Le cheval, il explose son taux de testostérone. Voilà. Donc Jean-Yves, une Donc réaction il court là-dessus. avec un taux de testostérone qui n'est pas normal. Très Comme les juments qui étaient pleines couraient avec des taux de progestérone très élevés. Alors Donc, venez. C'est on Arnaud qui va devrait réagir. moins- On va vous répondre. Au moins ne pas faire courir les chevaux qui font la saillie. Si vous pouvez vous présenter, bien sûr, équipe de Arnaud la direction Dubois, technique. responsable du département élevage et santé animale, et en charge aussi du contrôle antidopage. C'est difficile de comparer les juments et les étalons en saison de reproduction. Il y a peut-être effectivement une variation des taux de testostérone, mais à la marge chez les entiers, alors qu'une jument gestante, elle a un placenta qui se met en place avec toute une modification hormonale qui est là pour le coup effectivement importante. Le fait que les juments gestantes ne soient pas autorisées à courir, c'est plutôt une bonne chose, effectivement. Mais de là à penser qu'on devrait empêcher les étalons qui font l'amende de courir, je crois que ce n'est pas justifié. Très bien. Merci. Une dernière question avant la pause. Monsieur Debellay, j'avais une question, je crois. On va lui donner le micro. Hop. Vanessa, c'est ici. Ah, il y a d'abord Monsieur Lévesque et ensuite... Hugues Lévesque. Je voudrais revenir une seconde sur la problématique du prix des saillies et des parts d'étalons. Je trouve, à l'attention des courtiers, que le ratio qui est souvent mis en avant entre le delta du prix de la saillie et de la vente de la part d'étalons, qui est souvent entre 3, 3,5, 4, est mauvais. Et c'est pour ça que les saillies débutent trop cher et que ça finit à la braderie. Et que si on partait avec un espoir de rentabilité plus long dans l'investissement d'une part, il y aurait un petit peu moins de financiers aux dents longues qui seraient intéressés d'investir et de rentabiliser très vite leur investissement, et que les éleveurs y seraient gagnants. On est quand même là pour parler de l'élevage, et que les éleveurs y seraient fortement gagnants, et que le marché se lisserait un petit peu, et que ça serait moins un peu la foire à la saillie. Bon, alors est-ce que ça vous semble être du bon sens? Jean-Yves, je vous laisse répondre. Prenez le micro. Tout à fait. Il faut revenir à des prix raisonnables. Et il y aura, si on revient à des prix raisonnables avec un investissement un peu plus long, il y aura moins d'investisseurs étrangers. Florent, vous êtes d'accord également? Oui, ça va amener aussi des questions d'un point de vue financier, parce qu'on a quand même un organisme financier qui soutient beaucoup la filière, qui est le Crédit Agricole, et qui finance bon nombre de parts d'étalons pour des éleveurs sur un modèle économique en 3-4 ans. Donc aujourd'hui, juste pour un exemple, pour ceux qui nous regardent, bon, je pense que ceux qui sont là, en grande partie le savent, mais pour ceux qui nous regardent sur Facebook, Facebook Equidia et sur equidia.fr, c'est quoi aujourd'hui le modèle? Moi, demain matin, je veux acheter une part. Comment ça se passe? On considère que l'amortissement de la part se fait en 3-4 ans. Parfois, c'est 5. Donc j'achète une part 10 000, par exemple. Et le prix de saillie va être fixé entre 2005 et 3 000. Et la banque va m'accompagner sur cette base-là. Et la banque peut vous accompagner. Et ils ont un modèle, eux, d'amortissement aussi du financement qui est linéaire. Et alors, est-ce que ça vous semble, vous, excessif? Et après, je ferai réagir Hugues. Ça vous semble excessif comme durée? Vous trouvez que c'est trop court ou pas? Non, moi, personnellement, je ne trouve pas que c'est trop court. Ça nous permet d'avoir
l'amortissement de la part arrive quand les premiers poulains arrivent sur les pistes. Donc pour moi, ça me semble assez cohérent. Hugues, vous voulez réagir là-dessus? Je dirais qu'effectivement, l'aspect des syndications ouvertes au plus large public, elle a complètement fait déliter la maîtrise de l'offre, en fait. Il y avait deux populations qu'on doit bien distinguer, les éleveurs utilisateurs et les spéculateurs. On peut pas utiliser un autre terme parce que c'est ça. Alors je pense en termes de mesures à prendre pour essayer de redonner un peu de sens, il y a d'une part bien étudier effectivement le prix tout en restant suffisamment accessible, parce que on oublie aussi de rappeler que pour tous les gens, et nombreux sont assis dans cette salle, la satisfaction d'avoir créé un étalon et de pouvoir doublement le syndiquer va répondre à deux logiques. La première, de lui assurer une clientèle comment dirais-je, durable, et ça c'est la meilleure chance qu'on puisse lui donner pour réussir au haras, et non moins de réaliser un produit économique. Donc dire on va interdire ci, on va interdire ça, on va expliquer ci, on va expliquer ça, c'est juste pas possible. Et la seule chose qui puisse être prise, et avec de concert des décisions prises par les courtiers, les animateurs de rats et ceux qui gèrent des syndications, c'est de peut-être limiter à l'entrée effectivement le profil des gens qui peuvent rentrer, et d'en adapter le prix le plus juste possible. Alors vous pouvez effectivement après mettre toutes sortes de barrages possibles, et ça évitera inévitablement que des gens, plutôt que de mettre leur argent à la caisse d'épargne à 2%, préfèrent effectivement être bien certains avec le truchement des polices d'assurance qui accompagnent donc l'achat des parts, d'avoir la certitude d'avoir un retour sur investissement de 20%. Donc déjà ça me semble une vraie piste à suivre, à étudier. Et comment dirais-je, je voulais ajouter quelque chose, et ça m'a échappé. Ah, ça c'est dommage. Bon, ben voilà. Une dernière question ici, Vanessa, le micro, vous l'avez? Excusez-moi, je réagis par rapport au Crédit Agricole, puisqu'on parle du Crédit Agricole, je fais allusion. Aujourd'hui, le Crédit Agricole, lorsqu'il assure une part d'étalon, exige, sinon il n'ouvre pas le dossier, que la personne qui en fait la demande ait une comptabilité associée à l'acquisition de sa part d'étalon. Donc c'est important, vous voyez bien qu'on commence quand même un petit peu à durcir les règles pour éviter effectivement que n'importe quel lambda puisse accéder à un produit qui, par essence et définition première, doit être destiné à l'élevage. Oui, c'est un petit garde-fou quand même. Voilà, monsieur de Bellaigue. Merci. C'était seulement pour donner une précision que malheureusement, à travers le monde, tout le monde n'a pas la loi du 2 juin 1891, qui est une loi d'exception, puisqu'elle donne les résultats des jeux hippiques aux courses hippiques. Alors bien sûr, il y a eu l'ouverture sur le web en 2010. Je rappelle que si nous n'avions pour vivre que les royalties offerts par le premier opérateur du web hors PMU, eh bien, nous serions dans une misère noire. Pour exemple, nous sommes à 51% propriétaires de German Todt. Vous savez combien nous donnons pour les courses hippiques en Allemagne? 0,50%. Comment les Allemands peuvent-ils effectivement développer les prix de course chez eux? Allez poser des questions, par exemple, à nos amis où nous avons racheté leur maison de jeu en Belgique. Je dois dire que Ladbrokes organise des paris hippiques sur les courses françaises et ne donne pas un seul centime à la filière belge. Je dois dire, lorsque nous avions les contrats avec eux, nous avions exigé, mais après on a cassé nos contrats, à ce qu'il y ait un pourcentage qui revienne aux courses hippiques en Belgique. Alors autant vous dire, j'ai quand même été à la tête de cette société pendant un certain nombre d'années. Je me suis battu comme un diable pour faire en sorte que l'ensemble de l'Europe puisse effectivement bénéficier de notre système. Malheureusement, je dois le reconnaître, qui a gagné? Le bookmaking. Merci, merci M. de Bellaigue. Il y a une dernière question. Vous voulez réagir? Peut-être quelqu'un veut réagir? On va aller directement sur une dernière question avant une petite pause. Alors, deux dernières questions, mais super rapides parce qu'on a un programme, je vous l'ai dit, très, très chargé. Alors, deux questions qui vont être posées rapidement. Pouvez vous présenter à chaque fois? Oui, bonjour, je m'appelle Monsieur Favreau, je suis éleveur dans le sud-ouest. Donc, moi, j'ai été nouvel investisseur puisque j'ai commencé en 2017. Et en fait, ce qui me semble primordial, comme vous l'avez dit, c'est d'avoir une rentabilité sur l'activité. Parce que tout commence de là. Et quand on débute dans ce secteur, qu'on n'est pas du tout issu du sérail, qu'on n'a pas de famille dans le milieu, ce qui manque un peu, c'est de l'accompagnement de tous les côtés, que ce soit auprès des courtiers, des entraîneurs aux qui on pourrait acheter une jument qui sort de l'entraînement,
que des organismes de vente où c'est très disparate entre les deux agences. Moi, j'ai un petit peu tout vécu puisque j'ai commencé avec sol, puis après je suis passé hors sol pour des questions de qualité d'herbage et tout ça. J'ai été sur les ventes d'Arcana, j'ai été sur les ventes de Caen, j'ai utilisé certains étalons. Et ce qui m'a surpris beaucoup, c'est de voir que, par exemple, pour les étalons, les jeunes étalons sont très publicités, sont très appréciés. Je peux voir des syndications qui me surprennent, comme l'année dernière où on syndiquait un étalon en disant « Ah, mais vous allez investir et payer cette année, mais vous ne pourrez pas utiliser votre droit à saillir avant l'année prochaine. » Je trouve ça pas économiquement intéressant. Quand je vois également que vous utilisez des étalons qui, dans leur production, sont confirmés, qui sont à plus de 50% de qualifiés, des prix moyens de qualifiés de gains à 35-40 000 euros, parce que leur réputation ne plaît pas aux entraîneurs, vous allez avoir du mal à vendre votre produit. Alors que pourtant, en moyenne, l'étalon a fait ses preuves. Quand vous voulez acheter une saillie, par exemple, que vous allez aller voir un courtier, ce qui serait bien, c'est qu'il vous demande qu'est-ce que vous voulez faire en élevage. Est-ce que vous voulez justement être éleveur propriétaire qui va faire exploiter, ou est-ce que vous êtes éleveur-vendeur? Et auquel cas, essayez peut-être de vous orienter vis-à-vis des étalons, de ce qui se fait sur le marché, de ce qui est apprécié, que vous puissiez être après sélectionné par Arcana, et également d'éviter les pièges des sursaillies, et ainsi de suite. Ou quand vous allez voir un entraîneur pour acheter une jument qui sort de l'entraînement pour la passer poulinière, pareil, quel est votre projet d'avenir? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense que c'est un système vertueux où en fait il faudrait qu'on soit tous interconnectés. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est un peu chacun dans son coin. C'est pas une critique, hein, c'est logique. Chacun ses impératifs financiers. Il faut essayer de s'en sortir, c'est pas évident. Mais je pense qu'il faudrait un peu plus de liens dans chaque étape pour que ça puisse marcher, surtout je dirais motiver les nouveaux investisseurs. Parce que moi, j'ai commencé avec 4 poulinières et aujourd'hui, j'en ai une. Très bien. Bah, écoutez, merci pour cette réaction. En tout cas, le sens de ces assises va dans le sens justement d'un échange, d'un dialogue, dans le sens de la fin de votre intervention. C'est le but aussi de tout cela. Alors, c'est vrai que j'espère que vous remonterez vite à 4 poulinières, peut-être plus. Est-ce que quelqu'un veut réagir aux propos de monsieur? Est-ce que, Hugues, vous voulez dire un mot? Prenez le micro. Celui-là, hop. Ce que j'ai envie de répondre à ce monsieur, c'est qu'effectivement, c'est d'avoir un monde de compétition où, par définition, on travaille de façon individuelle. Même si on peut attendre d'une profession un minimum de soutien, un minimum d'explication, d'outils de communication pour être parfaitement informé. Au regard et à l'écoute des résultats qu'ont porté cette étude, j'ai eu le sentiment qu'il y avait quand même globalement un niveau de satisfaction tout à fait correct émanant de l'accès à l'information. Par tous les efforts déployés par le TRO, par les équipes en place et les précédentes. On a aujourd'hui site internet complètement facile d'accès, facile d'usage et comment dirais-je gratuit. On a une presse qui, vous l'observerez également, s'est bien développée. Quand on parle de 24 heures au TRO, entre autres au quotidien, tout celui qui n'a pas l'accès à la presse papier par Turf Digital ou le reste, il l'a. S'agissant des courtiers, ils ont une association qui existe depuis peu, je tiens à le rappeler. S'agissant des entraîneurs, il est facile, je le crois, de pouvoir en obtenir l'accès. Il y a des associations, il y a, des publications qui sont gratuitement diffusées. Je ne veux pas citer le guide du trot dont nous sommes initiative et chacun le reçoit. Alors qu'après, tout ne fonctionne pas parfaitement entre tous les intermédiaires qui doivent être consultés, avec lesquels on fonctionne lorsque vous êtes éleveur-vendeur. Ça, je veux bien effectivement l'accepter, surtout quand on est dans le sud-ouest, qui est une région un peu excentrée. Mais observons quand même que je pense que notre filière et notre profession s'arment d'outils qui sont aujourd'hui à minima performants. Quand on débute, c'est comme dans tout. Hein. Moi, si aujourd'hui vous me demandez de débuter dans le football, j'y connais strictement rien. J'aurais beaucoup de difficultés, mais si on veut un peu s'intéresser, j'ai le sentiment qu'on a quand même beaucoup de choses à notre disposition. Bon, en tout cas, moi, j'espère que vous allez remonter rapidement à 4 poulinières et que vous allez avoir une réussite tout à fait sympa. Il y avait une autre personne qui voulait intervenir. Oui. Ce sera la dernière question avant une petite pause de 10 minutes. Très bien, je finis. Vous vous présentez bien sûr à chaque fois. Bonjour, Alexandre Pilon. Donc du coup, je voulais poser une question par rapport au prix des saillies. On en a parlé beaucoup, mais un sujet qu'on a un peu oublié, c'est la partie assurance. Qui avant, il y a une dizaine d'années, Florent Fontaine a parlé d'une flambée des prix il y a une dizaine d'années. Et c'est vrai que, pour ma part, la partie poulain vivant assurait un prix relativement bas. Et aujourd'hui, on achète les saillies
directement et on est obligé de payer l'assurance à la réservation. Et ça, c'est une grosse partie qu'on a un petit peu occultée aujourd'hui dans le débat qu'on vient d'avoir. C'est dommage qu'on n'ait pas un représentant d'ailleurs d'assurance parmi les 4 intervenants pour nous parler un petit peu de ça, parce que ça a vraiment augmenté les prix des saillies. Alors, je ne sais pas s'il y a des représentants d'assurance dans la salle qui pourraient réagir aussi. Non, je n'en vois pas. Qui veut réagir sur ce dossier? Oui, je suis pleinement d'accord là-dessus. On a de plus en plus, le paiement à la réservation devient de plus en plus récurrent. Notamment, c'est motivé par les investisseurs qui font ça à titre financier. Donc pour eux, c'est un enjeu, c'est qu'ils font des économies d'assurance. Et pour certains éleveurs, ils sont obligés, pour aller avoir un accès à certains étalons, passer par ces paiements à la réservation. Et ça vient s'ajouter, l'assurance vient cruellement s'ajouter, avec notamment un taux aux alentours de 15-20%. Donc le prix n'est pas le même. C'est quelque chose qu'on voit moins dans le galop, par exemple. Il y a très peu d'étalons qui se négocient à la réservation, alors que les prix de saillie sont beaucoup plus forts. Il y a un système un peu intermédiaire qui est le paiement au 1er octobre ou au 1er novembre, si juments pleines, qui pourrait être envisagé. Et je crois d'ailleurs que c'est un sujet que vous connaissez parce qu'on a eu affaire ensemble sur ce point-là. Et je pense que ça a pu ravir les deux parties. Donc ça pourrait être également un intermédiaire. C'est quelque chose qui se pratiquait dans le temps. 6 juments pleines au 1er octobre. Hugues fait oui de la tête. Je vous laisse réagir. Longtemps, les éleveurs payaient effectivement leur saillie le 1er octobre. Ça, c'est une pratique qui a longtemps fonctionné au galop et qui de moins en moins se pratique. Au galop, ils sont comme les trotteurs en train de tous accepter le principe d'une saillie payable live fall. Mais je trouve, et moi je suis le premier à le déplorer, que le fait d'imposer aux éleveurs d'être à la fois éleveurs et banquiers, c'est à mon avis quelque chose qui est malsain. D'accepter le principe ou d'exiger le principe de payer des saillies à la réservation, créer de surcroît des coûts d'assurance, créer de surcroît donc comment dirais-je quelque chose qui expose l'éleveur à une difficulté supplémentaire. Bon, maintenant, c'est la loi, et une nouvelle fois, de l'offre et de la demande. Tout simplement, quand le premier étalon, on peut le citer, hein, qui a autorisé ce type de pratique, c'était Rédicage, parce qu'il y avait un tel effet de rareté que des personnes se sont senties donc obligées de pratiquer de la sorte. Et maintenant, ça se décline de plus en plus. Alors, sur une majorité d'étalons, c'est très éphémère. Première année de monte, deuxième année de monte. Après, ils rentrent dans le rang, et on a des nouveaux qui arrivent, etc. Je le répète, ça, on ne peut pas aller contre ça, parce que c'est tout simplement une pratique et une offre qui se crée, une demande qui existe, et à chacun après de s'aligner. Tu n'es pas obligé de payer ta saillie 100% du prix à la réservation. C'est à toi seul de le décider si tu en as envie. Et si ça te semble trop cher, bah, tu fais autre chose, t'en choisis un autre. Mais c'est vrai que c'est plutôt, je dirais, à l'image du reste, c'est des choses qui m'effraient, parce que ça veut dire qu'une fois encore, c'est l'éleveur qui paye. Thierry Andrieux, vous voulez réagir là-dessus aussi? Non, exactement, c'est la loi du marché, malheureusement, ce sont des pratiques commerciales. Aujourd'hui, les talons très demandés, effectivement, ils vont demander une réservation. Celui qui n'est pas très demandé va faire un no-fall, no-fee, c'est-à-dire qu'il va faire poulain vivant. Voilà, et c'est l'offre et la demande qui va réguler ça, malheureusement. Très bien. On me dit qu'il y a pause. On fait une petite pause. Merci, on applaudit nos intervenants et on se retrouve dans 10 minutes.